Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés l'ancien ministre géorgien de l'intégration européenne, actuellement enseignant à Sciences Po, Tornike Gordadze. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'argument agité par Vladimir Poutine qu'on vient d'entendre, selon lequel il convient de protéger des populations russophones menacées, c'est exactement le même qu'avait employé le président russe il y a maintenant 14 ans en Géorgie. Exactement. En 2008, l'invasion de la Géorgie, qui a été suivie ensuite par l'invasion de la Crimée, tout ça, c'était déjà, ça devait nous enseigner. Nous aurions dû prévoir que les Russes allaient faire la même chose en Ukraine. Dans deux provinces à l'époque, en Abkhazie et Ossétie du Sud, qui n'ont pas été rattachées alors qu'il est à la Russie. Ils n'ont pas été rattachés à la Russie, mais il y a eu ils considèrent que tous les gens qui sont restés en Ossétie et en Abkhazie, il y a quand même eu un nettoyage ethnique assez important et la majorité dans les deux régions, la majorité de la population a été expulsée, surtout ceux qui ne voulaient pas rester sous la domination russe. Donc il s'agit d'une occupation militaire russe, d'une de facto annexion, mais juridiquement cette annexion n'est pas encore faite parce que la Russie estime qu'ils veulent garder l'ultime levier sur la Géorgie et donc ils ne veulent pas franchir ce pas pour l'instant. Mais dans le cas de l'Ukraine, oui, ils sont allés jusqu'à l'annexion parce que la situation est également assez désespérante pour la Russie. Pendant 10 ans ou 8 ans, depuis 2014, ils n'ont pas annexé le Donbass, mais aujourd'hui, s'ils sont prêts à annexer, c'est que les choses ne vont pas aussi bien qu'ils voulaient. Ces deux pays ex-républiques soviétiques, Géorgie, Ukraine, ont une proximité, des liens d'amitié, une commune résistance aussi à Vladimir Poutine. Le président géorgien de l'époque est parti par la suite en Ukraine, dans laquelle il a mené à son tour une carrière également politique. Oui, les Géorgiens et les Ukrainiens sont extrêmement solidaires. Il y a beaucoup d'autres Géorgiens qui vivent en Ukraine et qui participent dans les réformes de l'État ukrainien, notamment dans la réforme de la police qui a été faite par les Géorgiens, par les gens qui ont fait la réforme de la police en Géorgie il y a des années. Il y a aussi beaucoup de volontaires, des militaires géorgiens, des ex-militaires géorgiens qui ont rejoint l'armée ou les différentes unités ukrainiennes et qui se battent aujourd'hui sur le front de l'Ukraine. Alors, comment voyez-vous le sort de ces oblasts, justement, instruits de l'exemple géorgien et compte tenu de votre connaissance, évidemment, de cette région et des méthodes de la Russie, quel est le sort de ces oblasts qui, certainement, seront décrétés, en tout cas dans lesquels les référendums proclameront un souhait majoritaire de rattachement à la Russie? Il ne faut jamais oublier de mettre beaucoup de guillemets quand on parle de référendum ou du vote, parce qu'il s'agit... Référendum imposé. Référendum imposé, on voit les conditions dans lesquelles le vote se déroule. Et moi, je pense que c'est plutôt une opération spéciale avec la participation de plusieurs dizaines de milliers de personnes complètement terrorisées, avec les hommes à Kalachnikov qui obligent ces gens-là à voter comme il faut. Dans ces conditions-là, s'ils demandaient le portefeuille aux votants, ils leur donneraient volontiers. Donc, oui, une fois le résultat publié, la Russie procédera immédiatement au rattachement de fait de ces provinces? Je pense que, vu l'urgence, en fait, tout l'objectif de cette opération, c'est quoi? C'est que la Russie veut imposer l'arrêt de la guerre. Donc là, ils sont en train de perdre sur le plan militaire. Donc ils veulent geler le conflit. Et en déclarant ces territoires comme faisant partie de la Russie, ensuite, ils pourront dire, nous protégeons les territoires qui ont exprimé leur volonté de rejoindre la Russie et on est prêt à utiliser l'arme nucléaire pour les défendre. C'est ça l'objectif. Ça prépare donc une escalade vers le nucléaire tactique, comme on dit d'après vous. Donc c'est l'objectif, c'est faire peur surtout les Occidentaux, parce qu'ils savent que les Ukrainiens n'ont rien à perdre et ils vont se battre jusqu'au bout, leur détermination est intacte, ils veulent se battre jusqu'au bout, surtout qu'ils sont en train de gagner sur le terrain. Alors ils pensent que les Occidentaux vont prendre peur et vont arrêter soit de fournir les armes à l'Ukraine, soit ils vont essayer un petit peu de freiner les ardeurs de l'armée ukrainienne pour progresser. Mais je pense que cette opportunité a été manquée, parce que maintenant, quand je regarde les réactions occidentales, y compris celles des États-Unis, mais aussi de nombreux pays européens, on n'a plus peur de cette menace. Que se passera-t-il justement demain si les livraisons d'armes se poursuivent et s'amplifient, comme ça semble être le souhait d'un certain nombre de pays de l'OTAN? Je pense que c'est ce qu'il faut faire, parce que on n'arrêtera pas cette guerre autrement. On n'arrêtera cette guerre que si la Russie se retire. Au prix du nucléaire russe sur le terrain. Il y a très peu de chances
pense, moi je ne suis pas spécialiste du nucléaire, mais tous les spécialistes du nucléaire vous disent qu'il y aura très peu de... les chances d'emploi de l'arme nucléaire sont minimales. Il s'agit d'une opération, encore une fois, de propagande ou d'intimidation de la part de la Russie. Et surtout, les Américains, depuis 2-3 jours, ont une communication directe au plus haut niveau avec la Russie. Et ils leur disent exactement les conséquences que la Russie pourrait avoir si elle utilise ne serait-ce qu'une petite bombe nucléaire sur le plan tactique. Ça sera une réponse très très sévère militaire de la part des Américains et de l'anéantissement d'une partie de l'arsenal militaire russe conventionnel, mais ce sera suffisamment important pour que ça dissuade la Russie d'employer cette arme nucléaire tactique, comme on dit. La Géorgie accueille aujourd'hui un certain nombre de Russes qui fuient leur pays. Vous voyez dans ces fuites, dans le refus de la mobilisation qui s'exprime aussi dans les désertions, les manifestations dans des villes de Russie, une forme de déstabilisation aujourd'hui du pouvoir russe. Est-ce qu'il y a un risque pour Vladimir Poutine de voir son pouvoir chanceler? Je pense que cette mobilisation a marqué une étape dans ce conflit, dans cette guerre. Si dès 24 février 2022, certains Russes ont quitté la Russie, c'était surtout une catégorie de la population qui était beaucoup plus politisée que ceux qui quittent la Russie maintenant, mais aussi des gens qui voulaient garder un certain confort de vie, avoir une communication financière avec l'Occident. Aujourd'hui, la plupart des gens qui quittent la Russie sont des Russes ordinaires. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus à l'image du pays dans sa sociologie. Il y a des pauvres, il y a des moins pauvres, mais des gens qui ont... La guerre est arrivée dans leur famille, dans leur foyer. Y compris, parmi ces gens-là, il y a pas mal de personnes qui approuvaient passivement cette guerre d'invasion de l'Ukraine, tant que ça ne les concernait pas directement. Parce que Poutine, n'oublions pas, a prévenu, a dit aux Russes que cette guerre, c'était l'affaire des professionnels, que jamais il y aurait une mobilisation, jamais les non-professionnels, y compris les appelés, iraient en Ukraine. Aujourd'hui, on voit tout le contraire. Donc là, oui, la réputation ou cette image du chef prend des fissures. Donc, jusqu'où d'après vous? On verra. Il y a certaines régions où les réactions sont beaucoup plus violentes, comme surtout dans les régions où vivent les minorités, parce qu'eux, ils ont payé un prix extrêmement lourd. Le Daghestan notamment. Daghestan, la Bouriatie, mais aussi la Tchétchénie de Kadyrov. Kadyrov a dit qu'il a rempli son quota. Qui a fourni des supplétifs en début. Donc, d'après vous, il faut les accueillir, justement, ces Russes qui demandent aujourd'hui l'asile, qui tentent de fuir vers l'Europe. Notamment, on sait qu'il y a un débat entre pays européens qui ne sont pas d'accord, et notamment les pays frontaliers qui craignent des infiltrations, d'éléments éventuellement... Pour les pays frontaliers, c'est un véritable problème de sécurité, y compris pour la Géorgie. C'est-à-dire, c'est quand même symboliquement, les réfugiés russes arrivent aujourd'hui en Géorgie par la même route qu'a été empruntée par les tanks en 2008. Donc, vous voyez, pour le symbolisme, c'est quand même assez important. Et en plus, la société géorgienne est très pro-ukrainienne. Et aujourd'hui, on parle de 300 000 Russes qui vivent en Géorgie depuis le début du conflit. La population de la Géorgie, c'est 3,7 millions. Les autres pays, les pays baltes, la Finlande, ce sont des petits pays qui voient ça comme de façon extrêmement inquiétante, l'arrivée des Russes. Et aussi, ils craignent qu'un jour, Vladimir Poutine prétende défendre ses citoyens russes et d'intervenir sur le territoire de ces pays. Alors, en ce qui concerne la France, l'Allemagne et des pays un petit peu plus éloignés, je pense que le risque est moindre. Et donc, s'il faut ouvrir les portes à ces réfugiés, ce n'est pas les mêmes enjeux. Donc, je pense qu'on peut, en ayant un certain nombre de conditions, d'ouvrir les portes à un certain nombre de réfugiés russes, surtout ceux qui politiquement sont opposés au régime de Vladimir Poutine. Merci Tornike Gordadze d'avoir été avec nous dans Paris Direct.